Aujourd'hui, nous allons prendre la route avec Émile Garcin, le fondateur des agences immobilières du même nom, un nom connu dans les transactions de biens de haut standing. Il gère aujourd'hui ce business en famille avec ses enfants. Alors Émile Garcin, dites-moi, où avez-vous grandi ? J'ai grandi dans un village en Provence qui s'appelle Saint-Rémy-de-Provence. Je suis né là et je n'en ai jamais bougé. Étant donné que c'est un lieu un peu, je dirais, béni des dieux, je me suis dit, mais pourquoi bouger ? Alors bien sûr que les voyages forment la jeunesse, tout ce qu'on veut, mais bon, je pense qu'au fond, le voyage essentiel, avec le recul, c'est son propre voyage intérieur. Quand vous étiez enfant, quels étaient vos centres d'intérêt ? Alors, mes centres d'intérêt, c'était la nature et l'univers. Et quand vous étiez enfant, vous étiez déjà attiré par les affaires, par le commerce, par l'immobilier ? Il y a des centres d'intérêt qui étaient assez prononcés chez vous ? Non, je pense que les affaires, quand j'étais adolescent, mon souci en fait était de comprendre le fonctionnement de la nature humaine, à commencer par la mienne, bien entendu. Et j'ai essayé de comprendre la mienne au travers des rencontres de personnes qui avaient en eux certaines sensibilités, certaines facultés que je n'avais pas. C'était ça l'essentiel. Mais vous auriez pu devenir, je ne sais pas moi, médecin, philosophe, penseur. C'est-à-dire que le propos, c'est peut-être prétentieux, mais un de mes amis médecin et ostéopathe me dit, vous savez, votre meilleur médecin, c'est votre médecin intérieur. Donc peut-être suis-je mon médecin. Philosophe, bon, la vie est une philosophie permanente, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre, il faut essayer de voir au-delà des mots, au-delà d'un regard, au-delà d'une presque être dans la pensée. Alors, est-ce qu'on n'est pas le tout en même temps à certains moments de la vie ? Pas toujours, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, on marche sur l'eau. Comment êtes-vous arrivé dans l'univers immobilier alors ? C'est tout simple. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille extrêmement modeste, sinon pauvre. Et je connaissais pas grand-chose à la vie. Je me suis marié très tôt. Et puis une fois marié avec un enfant, je me suis dit, il faut peut-être faire quelque chose de sa vie et gagner sa vie. Vous n'aviez pas de métier à l'époque ? Non, j'avais pas de métier. J'avais fait de vagues études au collège, mais pas de métier du tout. Revenu du service militaire, marié, un enfant très vite, donc assez immature au fond. Mais est-ce que la maturité, il ne faut pas plusieurs vies pour l'obtenir ? Ça, c'est une autre histoire. Je me dis, il faut faire quelque chose. Et j'ai pas d'argent, j'ai pas intellectuellement, j'ai pas de diplôme. Bon, qu'est-ce que je peux faire ? Et bon, à Saint-Rémy-de-Provence, à cette époque-là, il n'y avait pas d'agent immobilier. On savait même pas ce que c'était. Mon père me dit, mais et pourquoi pourquoi tu vends pas des maisons ? Il n'y a pas besoin de stock, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a besoin de rien. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je peux toujours... Et votre papa était dans l'immobilier ? Non, il était dans le domaine ? Non, pas du tout. Mon papa avait été peintre en bâtiment pour gagner sa vie, et puis c'est tout. Non. Et vous vous souvenez précisément de votre premier client, de la première maison que vous avez vendue ? Précisément. Et en plus, j'ai gardé au bureau toutes les archives depuis le début. Et l'autre jour, mon assistante me dit, mais vous savez, j'ai les éléments de la première transaction, le nom, le prix, etc. Et donc ce bien-là n'avait, je le pense, rien à voir avec les biens de prestige que vous vendez aujourd'hui.
Mais prestige, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est-à-dire que on vend, au fur et à mesure de l'évolution des ventes que j'ai pu faire, c'est en fonction aussi de la modification de ma sensibilité, de mon état d'esprit, de la maîtrise de la fiscalité, de la maîtrise du fonctionnement de la nature humaine, avec son ombre, sa lumière, etc., pour pouvoir obtenir des résultats. Mais comment en êtes-vous venu à cette niche qui est aujourd'hui ces maisons, ces biens haut de gamme qui constituent votre portefeuille? Comment en êtes-vous venu là? Vous vous êtes dit, tiens, il faut que j'essaye d'aller dans cette niche-là. Mon business, je vais essayer de le positionner dans cette niche-là. Ou ça a été des concours de circonstances qui ont fait que vous en êtes là aujourd'hui? Non, je ne me suis jamais dit, je vais aller dans une niche X ou Y. Jamais. C'est-à-dire que j'ai essayé d'être dans la captation quasi constante des besoins avérés ou cachés des individus et d'essayer d'être là pour réaliser leurs besoins, tout simplement. Et c'est une question de travail sur soi-même, d'écoute de l'autre, des autres, d'écoute du dit et du non-dit, et de ce qu'ils peuvent dire et de ce qu'ils n'osent pas dire. Parce que la vente d'une maison, d'une propriété, c'est toujours quelque chose, c'est toujours une situation relativement affective, relativement douloureuse. On vend, on achète, on change de vie, on divorce, on se marie, enfin, etc. C'est toujours une situation particulière. Et peut-on dire que finalement, eh bien, vous êtes tombé dans l'entrepreneuriat par accident? Oh, tout à fait, oui. Moi, mon propos n'a jamais été le but d'être entrepreneur. Mais à partir du moment où il y a des résultats qui se font, on attire vers soi des personnes, à commencer par mes 3 enfants, qui décident tous les 3 de faire ce métier, ce qui a permis à notre activité de se développer sur le plan national et en partie international. Mais nous, personnellement, je n'ai jamais envisagé de créer quoi que ce soit. Les choses se sont créées d'elles-mêmes. Et créer des emplois, créer de la valeur à travers une entreprise, ça c'est quelque chose que vous aviez imaginé aussi étant jeune? Pas du tout, non, absolument pas. Mais je ne l'imagine d'ailleurs toujours pas. De toute façon, pour moi, les journées sont... il y a des messages qui sont envoyés, des morceaux de puzzle qu'il faut mettre ensemble sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan affectif. Et puis, quand les morceaux se mettent en place ensemble, eh bien, il y a eu le résultat. Point. Terminé. C'est très intéressant ce que vous dites parce que, en fonction de ce que vous venez de nous dire, on pourrait essayer d'imaginer votre mode de fonctionnement en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise. Et comment fonctionnez-vous en laissant un maximum de liberté à vos collaborateurs, en essayant d'être le chef d'orchestre pour faire en sorte que les choses s'assemblent le mieux possible? Quel est votre mode de fonctionnement? Chef d'orchestre, c'est beaucoup dire. J'essaie en fait d'être un témoin objectif de l'évolution de chacun qui fait l'évolution du groupe. C'est-à-dire chaque personne a son actif, son passif, a ses problèmes à régler, à aller au-delà de lui-même, en fait, et c'est à moi à l'aider. Moi, je suis un chef d'équipe, je suis, comment je dirais, je sais pas, enfin bon... En fait, vous aidez vos collaborateurs pour qu'ils se réalisent du mieux possible et que par conséquent, ceci soit bénéfique pour vos activités. Ben, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que j'aide chacun et à ce moment-là, je m'aide moi-même aussi à mieux me comprendre à partir du moment où mon propos,
c'est d'essayer de comprendre vraiment qui est l'autre et quelles sont ses forces et ses faiblesses. Et Émile Garcin, avez-vous un associé? Un associé? Oui. Ah non, j'ai pas d'associé. Non, j'ai pas d'associé. Le seul associé que j'ai, c'est moi-même. Et j'essaie de pas trop me battre contre moi-même. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se battent contre elles-mêmes. Et en fait, le seul ennemi que l'on ait dans la vie, c'est soi-même. Et c'était une volonté de ne pas avoir d'associé où les choses se sont réalisées comme ça au fur et à mesure, par le cours des choses. Vous savez, avant en fait, d'engager ou de choisir un collaborateur, ça pourrait paraître tout à fait intégriste, mais je demande toujours le signe astrologique. Parce que chaque signe a une façon, a des critères de valeur caricaturaux, mais des critères de valeur de fonctionnement. Bon, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, c'est-à-dire que un Capricorne peut difficilement avoir un associé parce que le Capricorne, c'est une chèvre ou un chamois, enfin, qui est sur sa montagne et il observe ce qui est en bas. Et de temps en temps, il a quand même besoin de descendre dans la plaine pour quand même se confronter aux autres animaux. Parce que nous ne sommes jamais que des animaux. Bon, on est bipède, on tient à peu près debout, mais enfin, on n'est quand même jamais que des animaux améliorés. Parce qu'en fait, le secret de notre métier, c'est l'écoute des autres. Donc, il y a des signes qui sont plus ou moins aptes à écouter que d'autres, c'est tout. Alors, vous travaillez avec vos 3 enfants aujourd'hui. Quel est le secret pour faire prospérer une entreprise familiale? J'ai essayé, quand mes enfants m'ont demandé de travailler avec moi, j'ai dit attention, vous choisissez pas le chemin le plus facile. Parce que moi je ne vais pas vous faire de cadeaux. C'est-à-dire que vous serez des collaborateurs comme n'importe quel autre collaborateur. Avec voilà. Et donc, d'accord, mais bon, visiblement, ça ne les a pas découragés. Donc, et ce qui fait qu'effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte que c'est tout à fait positif dans tous les sens. Et on parle tout le temps de travail dans les réunions de famille? Non, pas du tout. D'abord, des réunions de famille, il y en a assez peu. Il y a des réunions de famille, mais des réunions plutôt professionnelles. Mais sinon, les réunions de famille, il y en a assez peu parce que j'ai essayé de mettre en œuvre, si vous voulez, la philosophie d'autonomie des individus et même de mes enfants. Et faire comme, si vous voulez, quand un oiseau nourrit ses oisillons, puis à un moment donné, une fois que les oisillons sont capables de voler, hop, on le pousse hors du nid et il s'envole. Comment, avec vos enfants, vous avez réussi à transmettre votre savoir-faire, votre façon d'interagir avec vos clients? Comment vous leur avez transmis tout cela? C'est une... disons que pour moi, c'est une philosophie humaniste qui fait que j'ai toujours essayé de transmettre à mes enfants l'écoute des autres, le respect des autres, le respect professionnel, le respect privé, personnel, et le respect des institutions, voilà. Donc, ceci étant dit, sur un plan tout à fait purement pratique, j'ai dit à mes enfants dès le départ, vous voyez, moi j'ai créé quelque chose, mais qui n'était pas de cette importance à l'origine, puisque c'est grâce à eux que ça s'est développé. Mais au départ, je leur ai dit, vous voyez, d'héritage, vous n'en aurez pas, de ma part. Pas d'héritage. Je boufferai tout. Le seul héritage que je peux vous léguer,
C'est un héritage professionnel, moral, spirituel, d'honnêteté et de valeurs humaines. Voilà. Et c'est avec cet héritage que vous pourrez faire quelque chose de très intéressant dans la vie. Mais c'est pas avec de l'argent que j'aurai moi gagné et qui vous sera donné. Ça, c'est le piège absolu. Voilà. Point. Alors, on vous prête un carnet d'adresses assez impressionnant. Est-ce vrai déjà? Écoutez, je n'ai jamais fait le bilan de ça. Il est vrai que moi, je suis toujours surpris, évidemment, quand je suis quelque part, et dans n'importe quel milieu d'ailleurs, socio-culturel, où on me dit « Ah, c'est vous le fameux », etc. Et moi j'ai toujours l'impression que je viens de commencer mon métier hier matin. Donc si vous voulez, on tombe évidemment obligatoirement dans des critères d'identification socio-culturelle. Mais ça, à vrai dire, ça ne m'intéresse pas vraiment. Oui, mais on vous prête quand même des relations avec des gouvernants, des capitaines d'industrie, des stars du show business. Oui. Est-ce aussi eh bien la clé pour réussir dans votre domaine d'activité? Non, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des êtres. Je rencontre des gens très variés, mais je ne fais pratiquement pas de différence entre quelqu'un de très très simple et socialement très simple, ou un capitaine d'industrie, ou une star du cinéma, ou peu importe. Mais vous ne vous êtes pas dit à un moment donné de vos activités, eh bien je vais essayer de capitaliser sur ces personnes connues, de telle sorte que cela va me faire de la publicité, cela va me rapporter une image plus positive et donc permettre le développement de mes affaires. Mais non, parce qu'à ce moment-là, on se sert des autres, c'est une manipulation. Et la manipulation, moi je n'en veux pas. Je ne dis pas que peut-être ça ne m'est pas arrivé. Pourquoi pas? Parce que nul n'est parfait. Mais la manipulation, se servir des autres comme marchepied pour... non. Moi, je me sers de ma connaissance professionnelle pour réaliser ce que je dois réaliser. Point. Et comment avez-vous fait pour avoir un tel carnet d'adresses? Vous avez couru les soirées mondaines? Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que le carnet d'adresses, c'est qu'à partir du moment où un certain nombre de personnes, de plus en plus, dans le monde de l'art, dans le monde où les gens ont, le monde des affaires aussi, où les êtres ont une certaine sensibilité et découvrent que là, il se passe peut-être quelque chose qui ne se passe pas ailleurs. À ce moment-là, ça crée une relation un peu particulière. Mais une relation que moi, je ne cherche pas particulièrement. C'est-à-dire que bien sûr que je suis très heureux quand elle est cette relation. Mais ce qui m'intéresse essentiellement, moi, ce sont les échanges et la curiosité de ce que sont les rencontres, les autres. Et en même temps, ça me nourrit la rencontre avec moi-même qui n'est jamais finie. Et c'est la raison pour laquelle vous ne donnez jamais le nom de vos clients. Pourtant, vous pourriez vous en servir à des fins marketing. Non, je ne donne pas le nom de mes clients. C'est parce que, encore une fois, je ne vais pas les prendre en otage, c'est pas une manipulation. À partir du moment où un client, vendeur, acheteur, est tout à fait content et tout à fait ravi des prestations qu'on lui a données, mais il en parle à d'autres et c'est à lui d'en parler, pas à moi. Et c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir dans les affaires, selon vous, sans volonté d'appât du gain, avec une volonté plutôt d'échange, d'écoute et de bienveillance? Je ne dirais pas qu'il y a une formule magique. En fait, est-ce qu'on crée une activité et qu'on veut des résultats à court ou moyen terme, ou ça n'a pas d'importance et on va les avoir
mais peut-être à long terme. Parce que c'est souvent ça le problème. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de courir après. Moi, je cours après rien. Si vous voulez, je cours après moi-même, ma curiosité, toujours d'apprendre quelque chose de nouveau. Et puis, c'est tout. Moi, c'est très riche d'enseignements ce que vous nous dites là, puisque on a quand même le sentiment aujourd'hui, autant peut-être dans certaines business schools ou de jeunes managers qui se lancent ou de jeunes entrepreneurs, avec un plan de carrière bien défini, une volonté d'arriver à des objectifs. Au final, à vous entendre, on a quand même le sentiment que cette volonté d'arriver à des objectifs, ça n'a pas été vraiment le moteur de votre vie professionnelle. Mais c'est-à-dire que ce sont des robots. On fait, si vous voulez, dans la majorité des cas, on fait des robots. Et les gens sont robotisés. Mentalement, ils sont robotisés. Ils pensent au travers de ce qu'on leur a inclus dans le cerveau. Mais le fait d'avoir une pensée personnelle, c'est tout le problème. C'est-à-dire avoir une pensée personnelle, on se met obligatoirement hors du lot et on est dans la liberté. Et comme la liberté est une chose qui est toujours très difficile à porter et à maintenir à flot, eh bien, à un moment donné, on lâche, on dit, bon, ben, écoutez, d'accord, ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires, je vais entrer dans ce contexte, comme ça je serai tranquille, je pourrai changer ma voiture toutes les années, je peux amener ma femme au sport d'hiver, etc. Ça, c'est ma philosophie à moi, qui me paraît correspondre à mon équilibre. Et qui vous a réussi. Oui, bien sûr, ça m'a réussi. Alors, tout n'est pas en un seul bloc, c'est pas monolithique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des choses à prendre et puis des choses qu'on a la capacité de prendre mm-hmm. et d'autres dont on n'a pas la capacité. Et donc, c'est pas une formule, il n'y a pas de formule toute faite. Voyez ? Est-ce que vous vous considérez plutôt comme un artiste ou un businessman ? Disons que l'essentiel de mes amis sont surtout artistes. Avec du recul, quand vous regardez dans le rétroviseur aujourd'hui, pensiez-vous réaliser ce que vous avez réalisé aujourd'hui, vous, avec vos enfants et aussi avec vos collaborateurs ? Mais ça ne m'effleure pas un instant parce que je me dis qu'il y a encore tellement de choses à faire que tout ce qui est fait, mais avec ce que nous avons appris, ce que j'ai appris, ce que mes enfants ont appris, ben, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour moi, il y a la réussite. Ça veut dire quoi, la réussite ? La réussite, c'est réussir sa vie. Que ce soit garder des moutons ou bien faire de l'immobilier, peu importe. Est-ce que vous avez des mentors, par exemple, des gens à qui vous parlez de vos affaires, des gens qui vous ont beaucoup inspiré dans votre vie ? Est-ce que vous avez des personnes de référence comme ça ? Je ne voudrais pas que ça paraisse prétentieux, mais jamais. Okay. Je suis toujours resté dans une espèce d'intuition, une synthèse intuitive de ce que les choses doivent être, sur le plan des affaires, sur le plan humain, sur le plan de là où ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur le plan moral, voilà. Et est-ce que vous vous allouez des moments, des périodes durant l'année pour aller chercher des sources d'inspiration ? Je ne sais pas, moi, en faisant par exemple du sport, en vous adonnant à la lecture, à d'autres activités peut-être plus culturelles. Est-ce que vous arrivez à trouver des moments comme ça ? Non. C'est-à-dire que moi, le moment de réflexion, c'est à chaque instant. Mmh. Et en fonction des situations, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre un mois de vacances, faire du sport, déconnecter pour lâcher prise, ça ne m'intéresse pas. Et je ne peux pas faire ça. Peut-être parce que j'ai une certaine philosophie de la vie, peut-être qui est qui est influencé par l'hindouisme et le bouddhisme. On ressent beaucoup, il y a quand même une tendance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, on lit souvent
chez certains entrepreneurs jeunes, la plupart du temps, une sensibilité à la méditation, par exemple. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui prennent du temps pour méditer. Et ça, c'est intéressant de voir que vous aussi, bien cette pratique-là a fait partie de votre vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait de la méditation depuis 40 ans. À l'époque, si vous voulez, il y a 40 ou 40 ans, je faisais du yoga, mais il fallait pas le dire. Ouais. Parce que c'était pas très bien vu. C'est quoi cette histoire? Et alors, non, il fallait pas en parler. Maintenant, ça fait partie du quotidien. En fait, du yoga, tout le monde le dit, tout le monde en parle. Et est-ce qu'on peut dire que le yoga, la méditation, ce sont vos passe-temps plutôt que, je sais pas moi, la lecture ou la marche à pied ou que sais-je? Oui, mais le propos, c'est que si vous voulez, le yoga, c'est-à-dire on peut faire du yoga, de la méditation de temps en temps, demi-heure par jour, 1 heure par jour, mais la finalité, le but, en fait, c'est de vivre en méditation permanente. Alors, c'est tout un travail. Moi, je dis même pas d'ailleurs que j'y parviens. Ça, c'est à mes interlocuteurs à en juger. Ça, c'est une autre histoire. Donc, tout pour vous est source d'inspiration. Mais oui. Mais oui. C'est ce qui s'appelle, comme dit le philosophe, comme dit le philosophe tibétain, gardez-vous de vivre dans un monde, vivez dans le monde. C'est-à-dire qu'avec tout ce que la diversité de ce monde. Et quand vous avez des inspirations comme ça, que faites-vous? Vous les partagez immédiatement? Vous les notez dans un cahier? Non, je les note. Ouais, okay. Je les note et puis je fais des sondages auprès de certaines personnes, pas toujours les mêmes, mais ça dépend de l'inspiration. Je fais des sondages et je vois si ça peut aller plus loin ou pas. Je fais des sondages auprès de mon assistante Christine, qui, comme beaucoup de femmes, sont beaucoup plus intuitives que beaucoup d'hommes. C'est l'intuition féminine qui est très différente de l'intuition masculine, ou même d'un enfant, parce que les enfants sont aussi quelquefois très 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 clairvoyants. Voilà. Mais j'essaye toujours de ne pas en rester à mon intuition et à mes certitudes. Et je fais, en principe, j'essaie de faire en permanence une guerre à la certitude. Parce que la certitude de tout, la certitude de tout. Je ne sais pas si vous constatez que dans tous les domaines, la certitude est comme un instinct de mort. On est certain, donc plus de remise en question, plus d'avancée. Et quels sont aujourd'hui les projets professionnels que vous voulez réaliser? Quels sont vos rêves professionnellement parlant? Les projets professionnels... les projets professionnels, c'est d'essayer de faire... d'essayer de faire comprendre ce métier, qui en fait est un métier qui est très récent, qui est méconnu, qui au fond n'a jamais existé. Si on veut vraiment le faire, à mon avis, comme il doit être fait, c'est un métier d'accompagnement c'est un peu comme une agence matrimoniale qui se respecte. Vous voyez, donc ça serait vraiment transmettre ce savoir-faire pour changer d'une certaine manière l'image de ce métier qui a été quand même dénaturée au fil de ces dernières années. Elle l'a été, puis elle l'est encore. Hein. Ouais. De toute façon, elle l'est encore. Elle l'est encore. Il y a très peu, quand on parle à la majorité des gens agents immobiliers, c'est pas glorieux. Bon, mais c'est comme ça.
journée. Merci beaucoup, Émile Garcin, d'avoir fait ce voyage avec nous. Une réflexion sur l'entrepreneuriat, mais également une réflexion philosophique sur la vie. Merci beaucoup pour vos propos et bonne chance pour la suite. Merci de m'avoir invité, et bonne route à vous. Merci.